Radio Mausa FM. Abonnez-vous maintenant. Radio Mausa FM. Pour rien manquer, abonnez-vous maintenant. Nous faisons trois choses. Premièrement, nous aidons les organisations et les entreprises à adopter l'intelligence artificielle de manière sécuritaire. Deuxièmement, pour ceux qui ont déjà adopté l'intelligence artificielle, nous les aidons à mettre en œuvre un cadre de gouvernance sécuritaire de manière à ce que leur AI puisse tourner avec confiance et qu'ils soient en mesure de répondre à une question simple ou difficile des régulateurs ou des auditeurs qui voudraient savoir est-ce que votre écosystème IA est gouverné et sécurisé. Et la troisième chose que nous faisons, c'est des formations dans les deux domaines que nous avons précis. Donc, nous avons des modules de formation, des cohortes, où nous entraînons les entrepreneurs et les individus à comprendre comment utiliser l'IA dans cet écosystème, comme vous le savez vous tous. Aujourd'hui, on parle d'IA partout, mais il y a beaucoup de confusion pour point que les gens courent jusqu'à se souffler sans savoir par où s'arrêter. Et ça, c'est le travail que nous faisons avec la entreprise. Merci beaucoup. Je pensais avoir un peu plus de support là-dessus. C'est bien apprécié. Une question que je me pose souvent au bureau, pas que je me pose, mais qu'on me pose au bureau, c'est, oui, on veut se servir de l'intelligence artificielle, mais est-ce que c'est sécuritaire si on met une liste de clients avec leurs données personnelles dans le... C'est une question un petit peu sans... On n'a pas besoin de réponse, mais si on se pose la question, j'ai toujours dit, dans ce cas-là, il ne faut pas prendre de risques. Oui, l'intelligence artificielle, ce n'est pas une fin en soi. Okay? C'est un moyen d'atteindre un but. Alors, dépendant de la manière dont vous concevez votre écosystème d'intelligence artificielle, vous pouvez le concevoir de manière à ce qu'il soit en mesure d'aller partout sur Internet, etc., tout comme vous pouvez le restreindre. C'est ça l'étude que nous faisons, d'abord de comprendre l'écosystème de l'entreprise. Comment évolue l'entreprise? Qu'est-ce qui est là comme écosystème technologique? Okay? Et comment est-ce que l'IA peut venir intégrer cet écosystème sans vouloir le remplacer? Donc, nous avons un modèle de maturité tout à fait clair où nous pouvons, sur base d'un diagnostic, décider que ce processus peut rester manuel. Celui-là, on peut y injecter un peu d'IA. Celui-là, on peut le confier à un copilote. Celui-ci, on peut le confier à un chatbot. Ou celui-là, on peut carrément le donner à un agent autonome, à un agent senior. Et c'est un modèle de maturité dépendant du niveau de risque. Ainsi, lorsque je parle de données clients, par exemple, dépendant de l'écosystème, on peut décider que certaines données, on peut les confier à une outil d'intelligence artificielle, moyennant bien sûr ces garde-fous. Okay? Et ces garde-fous, nous les mettons en place parce que nous avons des compétences dans le domaine de la cybersécurité où nous devons des plus d'outils. Merci beaucoup. Alors, on retourne à l'extrait principal où on va continuer notre sommet avec le troisième et dernier. Ah, ok. On va revenir si tu le permets. Vous êtes les prochains après. Je ne peux pas faire tout le monde tout de suite, mais on va revenir. Vous êtes bien tranquille. All right. We're going to go on to our third panel right now, where we have a few guests that will be talking about building. First, phase 10.
Things is the executive director of Burdens, a specialized firm in the development of durable and community real estate. Il est partenaire de HRS Pro pour la phase 3 du logement abordable, soit l'unité 24 unités du 1385 rue Laurier à Rockland. Vous avez bien entendu, il y a l'adresse. C'est un processus, c'est du danger, mes amis. No pie in the sky here. Il combine l'expertise technique et vision sociale pour créer des environnements de vie inclusifs et durables. Thanks. Welcome to the stage. Our second member we've met a little bit earlier this morning. I'd like to give a little bit more details on what he actually does. Mr. Pat Richards is works with Capital CAHDCO. He's community-focused housing developer with a background that stands out in the industry. Before moving into development, Pat spent years as a career firefighter. Thank you for that. Experience that shapes his commitment to community safety and resilience. He brings hands-on knowledge in project management, affordable housing, and community partnerships, building every initiative that he leads. Ladies and gentlemen, help me welcome to the stage, Pat Richards. I need to walk around a bit. Je reviens tout de suite. Gentlemen, just do this. It's a man's corner. What construction innovation excites you the most right now? I think I've asked you that question. So I'm going to ask you another one. Is modular construction realistically viable for rural regions like Prescott Russell? Let's start with that. Yeah, so modular construction is definitely viable for rural regions. Like anywhere in Canada, whether it's urban or rural, modular relies on scale and volume to be there to make it work. It's not practical to think modular construction is going to be done or dead on a 4-unit building. But when you get to a scale of construction that is larger scale, typically like apartment buildings, you're going to see volumetric modular become scalable to actually be a product that makes sense. But one aspect to think about is modular doesn't have to be volumetric modular. I understand we're getting into the weeds a little bit, but there's such thing as panelized modular, which is a step between stick-built framing and volumetric modular. And panelized is something that definitely makes sense in the rural region. It's definitely a product that's geared more towards being a middle ground between modular and stick-built. And it is quite commonly being already used in rural regions. Pretty much everywhere in Eastern Ontario since COVID has used panelized construction fairly commonly. So it's definitely got its place in the rural area, not just urban. And it's definitely a priority of government right now is to promote and grow modular and any form of modern methods of construction. Thanks. Can you add anything to that? So if I repeat the question, is modular construction realistically viable for rural regions like Prescott Russell? I don't think I have anything to add it on the head. It's just dependent on the local scale. So small projects, obviously, which are going to get mostly in rural areas, those aren't going to something where, modular construction is going to make sense, but panelization and there's other modern methods of construction that definitely have their place. I'm going to go something off ahead here because we're talking about modular construction. We're talking about stick built. Now, I have an image that comes to mind, but for us non-construction folk, I'm a numbers guy.
I price things, but I don't necessarily. What does it actually mean physically when we talk about a modular built home? Yeah, so the modular units, can you imagine like you're having the entire unit basically built off site, transported to the site, installed. And analyzing this version of this, but instead of looking at the whole thing, we're looking at just components, the walls, the you know, floors, the ceilings, whatever it might be, and that allows the key benefit of that is that you're able to smaller buckets. You're able to make smaller adjustments to meet your own methods requirements, right? Because you're not like working with a big Lego piece versus a small piece. And there's more you can do with a smaller Lego piece, right? Right, well, thank you very much. So, what still prevents the adaptation of sustainable construction practices in our region? As you had my class, still have your fingerprints on it. So. Am I saying that? Absolutely. How do we create affordable housing? I'm sorry. What still prevents the adoption of sustainable construction practices in our region? Canada's lagged behind in productivity in the construction sector for the last 2 decades. It's been just overall, it's been a result of a wide variety of things. A lot of it being attributed to focusing on, you know, the luxury residential sector or like these small single family homes that makes it more. So those single family homes are much easier to build, but when you're building at scale, that productivity is harder to chase because we just haven't had the investment. I think that's a large part of it. There's other aspects of it that are. I make the case that largely there's a demand gap with some of it, where if there's more organizations that have the money to put up the cost up front, just like we saw with solar panels and things like that, right? The cost goes down as we have supply chains that are working consistently, as we have, you know, organizations, businesses that have experience with the resources that go into sustainable or modern methods of construction. If we're looking just at environmental targets and we're looking at sustainability from that perspective, then it just becomes a matter of it's harder to balance. It's generally accepted that these environmental targets are harder to hit because it's harder to make a building work with less energy consumption. But there's ways that we're doing it now that weren't accessible before. And I think it's become significantly easier. I'm certain that we'll hit a point soon where net zero will become the standard for buildings. So when I say soon, I can say maybe like a couple decades, but you know. So Pat, tell me, my friend, how are you going to make that happen? Why do you think, seriously, why do you think why is it just so hard? Why is it just, you know, you talked about it, but I want to. I mean, Pheasant commented on the scale of it. Really, what it comes down to right now is the cost. The cost to achieve a lot of the targets of sustainability are not productive to get to create affordable housing. It's typically inflating the price of affordable housing to get to those targets. Obviously, there's a directive from federal levels of funding to have those targets as part of the funding model. Just as modern methods of construction now are, in order to access federal funding now, you must be using certain modern methods of construction in your project to make it open to federal funding. So much like as is saying solar panels or electric vehicles, the government will stimulate a certain industry to go towards a certain product. And the hope is that after a certain amount of time of stimulating somebody in one direction, the industry has adopted that direction and they can pull back stimulation of funding. So that's what they're trying to do right now with modern methods of construction. Not so much from a sustainability point, but more from a productivity improvement point where they realize the workforce in the trades is dwindling and the ticket to getting more production and efficiency is actually to build smarter with the same amount of people that you have.
rather than trying to worry about backfilling and people that you can't replace. So a lot of backward built technology is alleviating what is being done on a job site into a factory, using a different workforce in a factory to produce parts of the house, which therefore allows the production industry site to be more efficient with the dwindling labor pool that is emerging in the market. So yeah, it's a forced thing in a way from federal funding to go certain ways, but ultimately there's a variety of reasons why they tag different things onto their funding. They have other objectives or other industries that they're trying to achieve by delivering housing. One of them right now is stimulating the forestry sector. So that's why a lot of housing tags now have mass timber associated with them, because it's creating a condition where the forestry sector grows because of housing. So there's often more factors that play than just housing when they make these decisions, but it's a frustration in the development industry because sometimes building affordable housing is actually building a custom home in a sense, because they're asking for a lot of specific things that aren't productive to a pro forma. Donc, si j'ai bien compris, ce que j'ai entendu ici, c'est que souvent la force les entrepreneurs sont forcés à condenser parce qu'ils ont un manque de finances. Deuxièmement, ce que j'ai compris, et je trouvais très intéressant, c'est que le gouvernement, si vous voulez avoir du support gouvernemental, ils ont des critères très spécifiques qui demandent des critères au niveau de ça au point net zéro, donc visé comme tel. I mean, if we were, I don't control myself, I don't want to get too political, but I think one thing that Pat mentioned, that a lot of the burdens being placed on the nonprofit sector with federal policies, there's not a lot that we can do about them, but it's even the improvements that we have seen, I think, with sustainable development, specifically with the word energy efficiency. I think that what has been standard, we have 20% reductions compared to a base case, which is they use 20% more energy efficient than an average building, right? That's something that's pretty normal now, and I think that's come about more because of the policies that they've had through programs intended for the private sector, like NOI Select, which is financing that's specifically available to, or it's intended to be available to private sector organizations that are not building affordable housing, but just encourage them to push for certain things. Nonprofits don't build at the level that these bigger organizations do, and so your goal is to stimulate the sector by pushing for nonprofit organizations to build affordable housing. We want them to carry the burden and basically establishing a new industry. It's going to be very difficult, but that's just a complaint, and we can't really do anything about that. Thank you, Benson. So the next question is, how do we create affordable housing that lasts financially and socially? So you were going to say there are changes, we were getting there, but I wanted to know exactly how does that happen? So let me ask you that. How do we make that possible? Right now, particularly the market's in a very fun place because interest rates are higher, cost of construction is higher than ever, maybe even a little less than last year, but it's high. And it's difficult to make the pro forma work, even if you're charging, average market rate units, because arguably that shouldn't be our definition of affordability. It's just what the average person is paying. We should be targeting things like these old programs that are, rank years to income and housing that is actually going to be affordable to those who are in core housing, which is you're renting a place that is too expensive for you and your household. You're renting a place that is too small or that's in a state of disrepair. But if we're targeting those groups, then the rents should be lower than average market rate. And there's just like playing more. To make it possible, I think one of two things. Either we need to find a way to reduce cost, and that burden can't be on the nonprofit sector, or
we need to be able to attach funding to either nonprofit organizations or if the if governments at any level can fund it themselves. I think it becomes a lot more difficult for it's very difficult for the organizations, particularly in Ontario. A lot of that responsibility for building affordable housing has come down to the municipal level. That's not something that's very sustainable. There's not enough revenue that the city can generate, I think. Now the federal government is also cracking down on development charges, which sometimes those kinds of things would be helpful for building new affordable housing. But the federal government, the provincial government, they need to chip more in, and they need to either actually build housing themselves, or just fund nonprofits that already have projects in the pipeline. I could complain more, but I think I'll leave it to that. Yeah, so to pick up on that, it's kind of a common point, but money. How do we get there? We need money. There's systems in place, there's people in place, there's programs in place, but everyone is constrained by funding. The county could do a lot more operations if they had more money. We could build a lot more housing if we had more money. Groups could do more of the projects that they locally feel can help their region if they have money. It's not for lack of try or lack of effort or lack of knowledge. It's for a lack of really federal funding. The provincial funding doesn't really kick in Ontario towards capital building. It's more operational funding. So it comes down to that constraint, and what it often takes for some groups is looking at the housing they're looking to create a little differently. Whereas typically most groups in the rural Eastern Ontario and rural Canada are used to RGI housing being what they know as affordable housing. What's becoming more normal and would become the norm is mixed market housing, which has been normal in more urban centers, but it's not necessarily been that normal in the rural component. What mixed market housing is taking a variety of rent structures within a building. So not every single unit in that building is an RGI super affordable building. Some of them could be a market rent, some of them could be a middle tier, and some of them could be a lower tier. But overall, like a pro forma is averaging out a different rent structure from each one of them, and it's making it work, which effectively is part of Canadian society. There's people that earn more, pay more income tax than people that earn less, and it's all for the social benefit. It's much the same within that one building project. Some people that have the ability to pay more are paying more, which is compensating people that have less ability to pay more in cheaper units. So I think there's a bit of fundamental shift in the world to see that affordable housing doesn't mean one thing anymore. And I've noticed that quite a bit with elected representatives throughout Eastern Ontario. They much look at affordable housing like what the county does with RGI housing. And there's multiple different models of affordable housing, and RGI simply is just not achievable without a much larger government contribution, which isn't there now and is likely not going to be there. So the market's creating a different way to deliver housing with mixed market housing to try and solve that problem. Can you remind me what RGI means? RGI is a rent geared to income. So essentially, it's gearing the income of the user, of the tenant, gearing the rent to that person's income. So the county does it in different ways. Typically, they have some of their own unit stock, which they can drive the affordability price on. In other cases, they'll pay a rent supplement to somebody who owns a unit in order to actually bring that unit's price down, like they're compensating the difference to bring that price down to an attainable point for that person's income. But RGI is rent geared to income as opposed to the free market setting income or the maximum. Thank you. Donc, ce que j'ai compris, c'est que RGI, c'est une rente geared to income qui se veut le loyer basé sur le revenu de la personne.
Donc, c'est une famille identifiée, c'est une jeune famille qui sont habituées, nouvel emploi, souvent des assez loin. À ce point-là, les gens ont l'avantage de travailler avec la GIA. Et ce que je comprends aussi, c'est un des seules choses de faire qui était mentionné de deux côtés, c'est de faire des bâtisses où est-ce qu'il y a des loyers qui ont plus d'espace, des loyers qui ont moins d'espace. Et donc, ceux qui ont plus de budget, plus d'avantages, mais c'est quand même les mélangeants, il y a moyen des fois de rendre les choses plus abordables. The international project at 13 minutes exploring higher carbon, what makes it unique, Joe? How is it different than anything else? It's difficult to say that it's unique, and I think that's part of the benefit of the project is that That's what we want to hear. We were special. I think it's good that Waukeen's getting project like this that serves affordable housing. Certainly, there's a sizable population in Boston that could benefit from more affordable housing. There's other ventures going on in that regard too to make that happen. But I think the the main benefit of this project is not that it's one of a kind. The main benefit of this project is that it's a part of a larger effort to build affordable housing across Rockland, but across the greater Ottawa area, I want to say, or across Ontario or Canada or whatever you want to say. That's what making it a part of larger project. Yeah, there's the more unique that we try to make the project, the more difficult it is to build it. There's some aspects of it which are genuinely going to be very helpful, I think. HS Pro is leading a affordable childcare center as a part of this. That's something that not every affordable housing project has. And in the same way that there's cross subsidization of market rent units for affordable units, as I was saying, there's some level of subsidization that can be possible from the market rate units to the child care, which will benefit people even beyond just one apartment building. And that's something that probably should have thought about saying that, but that is something that's pretty unique. I'm sure that's a model that we see more often too, is trying to support broad range of services using rental. I have a question. What for a project like that? What would be the minimum? Like when you talk about affordable housing, what does that mean? Like, when you think about the market, it's crazy. Like for example, that means 3 or 4 bedrooms. What would be the minimum amount of money to have like a house built? To that very briefly, so we're talking about a private housing. Okay, so we'll take 2 minutes to talk about that. So for I can't speak to single family homes because I'm not familiar with that. I think what we see in apartment complexes is like mid $300,000 to mid $400,000 per unit, which is still it's a lot of money. And we rely on to make that possible to make those costs work, and to still be able to like offer affordable rents, which are still even then a little. It's difficult to do the RTI units the way that we used to be able to. It's definitely difficult to go significantly below the average market for rents that are lower than 30% of income of the low income households in the area. But to even get to that, to get to a base level of affordability, we're heavily reliant on either grant funding that comes from organizations like just any kind of grant funding really, and then subsidies that come through loan programs too. Affordable housing providers are able to get lower interest rates and things like that. These are
because those are things that normally go into the cost of an individual buying their own house that we don't have to deal with. Because we get those subsidies, we get the benefits of lower interest rates because we're building affordable housing. That's the so for the average person that's trying to, own their home, it definitely is significantly. Not only is that $400,000 number with $450,000 number going to be a minimum, it's also going to be something that individually is going to be harder to even get to covering that. Thank you very much, James. That's a good point. To go back and ask you the original question, which was, how are we special? How is the HRS program? The property that we are going to build in Clarence Mountain, how is it different than others in your perspective? I think one thing that makes it different is it's not looking at just one type of housing or for one specific user. You guys have a plan of some transitional housing that's during the continuum of housing, which makes it slightly unique. I mean, most groups generally are going towards one product that fits that group the best, not trying to have different aspects of it. So that would make it slightly unique, but most of what HRS's project involves is much like all of them, where there's a very core group of driven folks that are trying to get to that result. And they are trying to figure out the best road to get there. And that is the core group that comes towards us for any of our services. But it would definitely be unique. I would say that you have that kind of multifaceted approach to housing, plus a little bit of commercial and childcare and that kind of stuff. So it makes it slightly different. Thank you. Donc, si je comprends bien, ce qui est mentionné, c'est que tous les deux ont mentionné l'aspect légèrement commercial aussi, où est-ce qu'on va avoir une garderie à même la place en plus des espaces résidentiels. Donc, ça, c'est un aspect qui est quand même intéressant, qu'habituellement, on voit moins dans des projets comme ça. Donc, j'aimerais à ce moment-ci vous demander à vous tous, if you could support one innovation construction project here, what would it be? Pose la question en français. Si vous pouviez proposer ou supporter une innovation, un projet immobilier de ce genre ici, que serait-il? Ce qu'on cherche à avoir, c'est des idées uniques. Ce qu'on cherche à avoir, c'est comment est-ce que vous pouvez faire la différence, encore une fois. On cherche des idées. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose? Qu'est-ce que vous pouvez supporter? Et ça peut être aussi simplement le projet présent. Je veux savoir quel genre de projet vous pouvez supporter. Patrick. Et mon point de vue peut être précisé. Excusez-moi encore une fois, mais je ne peux parler que de mon expérience. Kimberly prenait soin de ma fille lorsqu'elle avait à peine quelques années. Elle était à la garderie. Et lorsqu'elle n'était pas disponible, ou bien lorsqu'elle a cessé d'aller à la garderie, j'ai ressenti cela dans mon quotidien. Parce que c'était du temps que je ne pouvais pas me concentrer. J'étais vraiment départagé, ce qui est une bonne chose. Je suis proche de ma fille. Mais en même temps, ça l'empêchait aussi de développer un peu son autonomie. Donc, s'il y a un projet que je peux supporter, que je peux soutenir, c'est bien celui-ci, parce que c'est pas seulement un logement pour des familles, mais c'est beaucoup plus aussi pour les tout petits, de manière à ce qu'ils commencent à créer leur autonomie, mais qu'ils laissent aussi aux parents le temps de travailler pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Est-ce que quelqu'un aurait d'autres suggestions? Quel projet voyez-vous qui pourrait être soit le prochain projet de la HRS ou bien, est-ce que vous avez un projet d'ailleurs, l'exemple, j'aime bien, Patrick, parce que tu as mentionné, tu as compté dans l'histoire, comment ta fille, comment Kimberly gardait ta fille.
Et à quel point ça faisait une différence en tête, en tant que parent, en tant qu'ancêtre, en tant qu'enfant. Donc, un beau projet qui me touche moi aussi. Est-ce que d'autres idées comme ça? Bon, en tout cas, moi, je remercie l'équipe HR Espro pour cette initiative bien louable. Penser à mettre des projets comme ça pour le bien de notre communauté, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de vrai, c'est quelque chose de bien. Mais à la fin de la journée, je voudrais savoir, parce que il y a des familles qui ne voudraient pas habiter dans des groupes, dans des appartements. Est-ce qu'à travers votre projet, et ma question a deux volets. Le premier volet de la question, est-ce que à travers votre projet, vous avez pensé à l'idée d'avoir des formes de bungalows séparés avec, pour accueillir des familles qui voudraient vivre seules, mais qui habitent toute cette même communauté. Donc, vous avez parlé de la garderie. La garderie ferait partie d'une communauté à travers laquelle se trouve ce bungalow, afin de donner à cette famille qui voudrait avoir une bulle familiale personnelle, de partager, de vivre cette expérience avec d'autres enfants. Mon deuxième volet de la question, parce que vous n'êtes pas sans savoir que cette question de logement au Canada fait casser la tête. Pour une famille moi je fais partie d'une famille qui rentre entre 150 et 200 000 par année. Mais quand vous allez sur les questionnaires en ligne par rapport quant aux institutions financières, mais moi je suis coincé par rapport à l'éligibilité. Ça me questionne un peu pour une famille de petits bourses. Comment ça va aller pour cette famille? Une excellent question. First question, I want to translate your question. Is it in a non-profit organization in geared to income situation or in a more of a private sector situation, or maybe actually we're talking about non-profit. What I believe you're asking is, does it make sense, or is there any long-term possibilities of building bungalows for that kind of program in mind? There's definitely possibilities. The pricing and the scale somewhat disappears when you get into a bungalow construction, just because purely for land availability and cost, it takes so much land to put a bungalow on versus putting apartments. So it becomes a function of how much land can you acquire to do that. If you have 100 acres of land at your disposal as a nonprofit, townhouses definitely are. I mean, that's one of the low entry points where you start to scale up your densities. So stacked townhouses are a thing a lot of nonprofits are building now. I think to speak further to, I think the point we were trying to get to, there's a bit of a fundamental problem with the urban centers, which has forced this problem on Eastern Ontario. And there's not a lot of development goes on in Toronto, Montreal, and even Ottawa at this point towards bungalows or family style houses. It's generally, they're developing products that are more dense in a typical apartment condo style setting. The last few years, 80% of the construction in these cities has been condos and apartments, not single family or ground oriented housing that families actually can live in and move into. So what that's created is when Toronto, Montreal, and Ottawa aren't building that housing, people are leaving those urban centers and coming to
Prescott Russell or Lanark County to find that housing that they want to be able to raise their family in. But that conversely drives the price of that housing in small town Eastern Ontario up because the demand is there. And we have an inverse problem in a lot of small towns where for many years all we did build was single family bungalows and small and ground oriented housing, and we didn't build anything dense and actual apartment buildings in a lot of small towns. So it's two problems that are directly opposite, but given the conditions of the last 5 years, they're actually really butting heads and are driving that cost of ground oriented housing through the roof. But to get back to your first point, it's a land issue. If you're only going to have 1 acre of land to put housing on, you could get maybe 6 bungalows on it, or you could get 60 apartments on it. And from a creation standpoint, the governments that are funding those projects would rather 60 units of housing than 6 units of family oriented housing. Thank you very much. Any, you want to add to that or? Okay, good. I'll take a last question for our panel. I have 2 questions. Has government put out any kind of programs where they're looking at affordable housing but rent to rent kind of situation? Has there been any programs like that? Also with the Canada homes, and I know it might aggravate some of the people, but the built Canada homes were supposed to get a lot of funding to build those affordable housing. And how are those programs compared to the programs we had available with CMHC? So maybe I'll touch on the rent to own, and then if I can touch on the BCU stuff. There isn't a lot of programs in rent to own. It's pretty non-existent for most federal funding. Interestingly enough, the federal government did purchase 2,200 condos in BC last week. That some of the comments around it now are they're going to do a rent to own structure there. But to that degree, they actually haven't purchased them yet and haven't decided what they're going to do, but that is the language that they might be doing. Which would be a bit of an innovation for federal funding. It's not generally geared towards rent to own. But this will touch a little bit and segue to Fez, but Build Canada Homes is relatively new. It's only really been around for about a year at this point. And there's a lot of unknowns still with Build Canada Homes. They're still kind of making a lot of these first level of decisions on the fly and figuring them out as they go. So it is a very difficult time in the industry to be able to plan proactively in a direction because the federal priorities aren't that clear right now on Build Canada Homes and how they're going to roll out. Yeah, I think, sorry, there's the Build Canada Homes was introduced as a plan to try and offer more leeway around different types of projects, which is something to the degree could be construed as like we're going to help support projects with that are rental or other kinds of models, transitional housing or supportive housing or these other affordable housing projects that are maybe more difficult to get through traditional financing models that were available before. It's a black box. No one really knows how it works. There's, like Pat said, it's a lot of decision making that's going on the fly, and there's a lot of worry around the fact that the National Housing Strategy, which funded a lot of affordable housing projects before, it effectively doesn't exist. The Affordable Housing Fund does not provide grants or loans to organizations that are building affordable housing. That was an important program, particularly because it provided transparency upfront for nonprofit housing providers about what to expect going in. They knew, this is what we're going to be able to get from the federal government, so we can tailor our project to make sure that we're meeting those requirements. And now there's projects that are going to probably stall it, maybe not take off at all because there's just too many unknowns.
Similarly, there was CACC program, which provided pre-construction funding. That was pretty pivotal for nonprofit organizations that were looking to be able to get funding support earlier on. Not 100% of costs, but at least getting that kind of support to get to the construction stage and covering the cost of design and engineering, going through the planning process. These programs don't exist right now, and there's speculation that there will be equivalent, services or products that are offered, but it's very much unknown, and there's other concerns to be had about the level of funding that these new programs are going to be getting as well. The National Housing Strategy funding that was made available was removed from federal budget. The new funding that's available is not comparable to what was being provided before. So there's, I don't know if that wants to build. I'll just add a little bit of a twist that Bill Canada Homes has brought, and it helps clarify the question of the room in a way that what is affordable housing. Bill Canada Homes' approach to what is affordable is income based. So essentially what that means is they take an average income of any town. It's actually broken down quite well by town. It's not by county, it's not by census area, it's by actual geographic towns. But they will take an average income for that area, and they will set all of the affordability rent levels off of that average income. So there's a formula that determines what moderate rent is, what mid rent is, what market, what low is, off of that established average income. Where that presents a problem or a difference is something like Rockland to the city of Ottawa. The average income is higher than Hawkesbury, even though it's still in the county. There's quite an income disparity from one side of the county to the other. So the whole structure and how the housing is funded is based on how much affordability you can achieve. You can achieve that affordability much easier in Rockland because the income is higher, but to achieve that in Hawkesbury, it's extremely difficult because the incomes are lower. So there's not a standard answer to what's affordable housing, but the way the federal government's stance on it is strictly based off income, which presents why you see such a difference of what people call affordable housing across different areas. Gentlemen, one last question. Why are you here today? Why are you part of this panel? And how are you related to our project? What do you do with us? I'm working with Kimberly on leading the 1396 Gloria project, which, funnily enough, was initially something that started with the past team at Canada. Actually, our whole organization is something that sort of started with Canada support. But there's, I think that's what brings us to Rockland and trying to support affordable housing development in Rockland. And being here today is just supporting affordable housing and knowledge of it wherever possible. Do I understand you're also a nonprofit? Do I understand that you're also a nonprofit and work for the nonprofit organization? Yes, yeah. Thank you very much. What's CATCO? I don't know if that's something I mentioned before, but CATCO is also a nonprofit. So we're one of the very few larger scale nonprofit developers in Canada. There's lots of developers that work with the nonprofit sector, but they aren't actually nonprofit organizations themselves. So that is kind of a uniqueness of CATCO. To answer why I'm here, the easy answer is Kimberly asked me to be, but the more involved answer is that CATCO is looking to build and is building a system to collaborate, much like I talked this morning. Collaboration is key. We're building a system to collaborate organizations throughout Eastern Ontario and municipalities throughout Eastern Ontario together to develop housing as a group as opposed to individual silos, which that narrative and that initiative that we're doing
leads me to all different functions like this with municipalities and nonprofits to help guide them to some of the structural problems of the industry, but also how some of the solve and solutions to those problems can work. So that's something CADCO is addressing through building what we call a portfolio of housing, which is what gets housing to a scale that we can negotiate with the federal government on a scale of housing. Whereas 20 units on its own is not something the federal government wants to talk about anymore. Grouping 20 groups of 20 housing together and having 400 houses is now getting you to that scale that the federal government's willing to invest in. So our role as an aggregator is grouping as many of the Eastern Ontario groups and municipalities together to achieve that common goal as a group. Gentlemen, thanks for being here. Let's give them a good round of applause. Okay, that was the third and last panel today. Having said that, we're not done. We have a couple surprises along the way. So let's take a quick break. I believe there's still coffee out there. Il y a toujours des boissons de côté, café, etc. On fait une petite pause de peut-être 10 minutes, si vous voulez bien. Juste changer, bouger un petit peu. Et ensuite, on revient pour la grande finale.
Radio vous maintenant. Radio Mauja FM. Radio vous maintenant. Radio Mauja FM. Voilà, nous revoilà sur le plateau. Nous sommes très contents de recevoir encore les pièces maîtresses de cette organisation. Il y a les commandites, tout ça. Vous avez vu là, c'est la place des panélistes. Plusieurs panélistes se sont passés. Et c'était très bien puisque après chaque panel, il y a toujours des questions-réponses. C'était vraiment très interactive. Comment on peut dire ce mot? Interactive, ça se dit? Ça se dit ça? D'accord. Donc voilà. Alors merci d'être là. On est très content de pouvoir enfin vous avoir puisque j'ai essayé de vous avoir de multiples fois. C'était pas facile. Et pour le commun des mortels, présentez-vous tout d'abord. On va laisser honneur aux femmes, sinon on va nous dire que voilà. Donc à vous de vous présenter. Allez-y. Merci de nous accueillir, de m'accueillir à la radio. Moi, c'est Kimberly Herold. Je suis la fondatrice et directrice générale de HRS Pro. Et je suis ici avec le premier sommet d'innovation communautaire. Essayer de sensibiliser, motiver les gens pour mieux construire notre communauté. Alors, notre célèbre Patrick Kabongo, je vous ai déjà présenté, Patrick Kabongo, l'excellence dans l'intelligence artificielle. Alors, voilà, moi je vous ai présenté, mais c'est toujours mieux de vous présenter. Comprenez que maintenant on est un peu détendu, que la pression est un peu retombée. Donc voilà, c'est la première édition, c'est vraiment une très belle salle, c'est magnifique. Les gens ne veulent pas partir, ils sont toujours là. Alors à vous, présentez-vous. Oui, mon nom est Patrick Kabongo. Merci beaucoup Radio Mauja de m'avoir donné l'opportunité de partager le plateau avec chère Kimberly. C'est vraiment un honneur. Je suis le fondateur et CEO de HelloMind AI Consulting, qui est une firme de consultance en intelligence artificielle basée ici à Ottawa, plus précisément à Rockland. Alors, depuis ce matin, vous avez suivi des panels, vous avez posé des questions, vous êtes aussi un commandite. Première édition, qu'est-ce que vous en pensez? À vous. Oui, personnellement, pour une première édition, je pense que le départ est très bon. C'est vrai que avec beaucoup de sensibilisation, la prochaine édition serait encore plus intéressante. Mais déjà, ce qui s'est passé aujourd'hui, il y a eu des personnes venant de différents coins. On a eu notamment M. Stéphane Sarrazin, qui est le député de la région, ce qui n'est pas une moindre chose. J'ai vu des représentants d'autres institutions, notamment la Cité, et puis des commandites. Pour moi, c'est un très bon départ. Ce qui est intéressant ici, c'est que le message de logement abordable, c'est un message qui est compris par tout le monde. Et on avait besoin à Rockland d'une plateforme ou bien d'un écosystème où on pouvait développer ce sujet. Et ce sommet est vraiment une pierre à la construction de cette idée et à la concrétisation des différents projets relatifs au logement abordable. Donc, j'ai salué en passant l'initiative de Kimberly, qui consiste à offrir ce cadre pour parler de logement abordable et surtout voir le projet de HS Pro se concrétiser. Alors la question aussi vous revient. Alors depuis, vous êtes dans les préparatifs, comme on l'a dit tout à l'heure, avec beaucoup de pression, beaucoup de choses. Alors maintenant, qu'est-ce que vous en pensez? Maintenant, on est presque au 4e panel. On va arriver au 4e panel, je crois, ou le 3e. Bon, dites-nous.
Mais je peux dire que jusqu'à date, ça va bien, ça se passe bien et on remercie tout le monde qui a pu aider à concrétiser ce sommet. Oui, on a eu à date 3 panels. Il nous reste à voir un officiel, un politicien, notre maire qui va être là avec nous bientôt. Donc, on avance et on a besoin de tout le monde. On a besoin, c'est sûr que oui, j'ai fondé et la mission est là, mais la vision est à partager. On attend tout le monde et j'espère que le message est passé, que tout le monde, on a pu apprendre beaucoup de choses aujourd'hui des panélistes. C'est pas simplement des panélistes, c'est des gens qui sont dans le domaine du logement abordable, qui nous ont parlé de leur parcours, qu'est-ce qu'ils font et comment le système fonctionne un peu. C'est sûr que l'année prochaine, on va élaborer un petit peu plus pour que les gens soient un petit peu plus motivés et comprennent aussi l'aspect financier et économique aussi parce que c'est vrai que le fédéral investe, il donne de l'argent, mais aussi nous, en collectivité, nous pouvons aussi investir dans des projets d'eux-mêmes. Très important sur ça, sur la collectivité, puisque ça, c'est quelque chose dont on a longuement parlé déjà de ça. Qu'est-ce que vous en pensez aussi que la collectivité, entre nous, on doit aussi investir entre nous? Oui, c'est vraiment la clé pour que la communauté puisse aller loin, c'est que nous puissions comprendre que nous avons besoin de nous soutenir mutuellement lorsqu'il y a des événements pareils par exemple et d'investir au sein de la communauté. Et d'ailleurs en passant, Kimberly, je te propose déjà un sujet parce que je vais intervenir dans la prochaine édition, un sujet en rapport avec l'intelligence artificielle, sur comment l'intelligence artificielle peut aider dans les projets de logement abordable. Donc si tu donnes ce sujet à quelqu'un d'autre, il y aura une vraie guerre, ok? Entre toi et moi, il y aura une vraie guerre, je réserve. Alors. Non, ben c'est certain, parce que moi, le sommet, je ne l'ai pas fait seul parce que j'aime travailler en collectivité. Je travaille avec des gens, j'ai mis le sommet sur pied et puis on s'est assis comme... On va prendre l'exemple de Daniel, il a dit, moi, je veux intervenir sur un panel, c'est mon panel, puis j'aimerais avoir ce sujet. Ben oui, on va t'encadrer avec ce sujet. Donc, lui est venu, puis on a aidé à faire marcher le sujet. Merci. Alors là, dans l'organisation, on sent qu'il y a tellement beaucoup de choses à faire. On va vous laisser puisqu'il y a le maire qui est là. D'accord, donc le maire est le bienvenu si vous voulez. Donc voilà, merci. On va vous laisser un petit dernier mot. Allez-y. Je dis merci à tout le monde. Oui, c'est ça, le devoir m'appelle. Ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir parler un peu de nous et on aimerait continuer ça. On aimerait venir vous revoir et parler en détail des projets, le projet tremplin, qu'en est-il, et parler aussi de l'aspect collectif. Merci. Merci. Alors voilà, nous allons revenir dans un instant, puisque là, il y a le maire qui est là. On va laisser un peu toutes ces personnes en train de... Voilà. Radio. Vous maintenant. Radio Maus.
Radio Radio Maouza Radio Radio. Voilà, nous revoilà sur le plateau. Là, nous sommes en train de voir Monsieur Marc Lecomte qui est en train de organiser un peu l'événement. Et on va faire une petite interview avec Monsieur Mario, qui est le président des Comtés-Unis. Ça fait vraiment du bien de le voir comme ça. Et aussi le maire de Rockland. Donc, j'espère que je ne me suis pas trompé, je le dis bien. Donc, voilà, pour le commun des mortels. C'est le maire de Clarence Rockland. Clarence, oui, voilà, Clarence, ouais, c'est ça que j'oublie tout le temps. Voilà. Alors, nous revoilà sur le plateau, merci. Alors, pour le commun des mortels, quand même, pour les nouveaux arrivants qui vont arriver ici, dans la région de Prescott-Russell ou bien à Clarence Rockland, pouvez-vous vous présenter pour ces personnes qui vous voient actuellement? À vous. Alors, mon nom est Mario Zante, je suis le maire de Clarence Rockland, le président des Comtés-Unis pour 2026. Et ça fait 12 ans que je suis sur le conseil de la cité de Clarence Rockland. Alors, quand vous voyez maintenant ces organisations qui arrivent de plus en plus, faites aussi par des nouveaux arrivants, des migrants, qu'est-ce que ça vous fait, en fait? Quelle est votre observation et analyse? Je pense que c'est nécessaire, c'est ça. Écoutez, souvent des gens pensent que c'est toujours sur le dos des municipalités de faire quoi que ce soit. Hein? Et c'est vraiment pas, ça prend une communauté à bâtir une communauté. Moi, je suis très reconnaissant envers toutes les organisations qui veulent se mettre ce chapeau de leadership dans que ce soit les logements abordables, les logements sociaux, d'aider la communauté, des banques alimentaires ou quoi que ce soit. Parce que, comme j'ai mentionné, ça prend un village pour en bâtir un. Et moi, j'aime voir ceci parce que ça nous permet aussi de faire des bonnes connexions. Et quand je suis avec des ministres ou au gouvernement provincial ou dans des régions ou autres régions, parce qu'on fait partie du caucus des préfets de l'Est de l'Ontario, ça nous donne la permission ou l'opportunité de parler vraiment de les organisations dans notre région qui peuvent aider non seulement ici, mais partout en Ontario. Alors, on vous sent... ça, c'est une question que je pose souvent, parce que je m'étonne souvent de votre mobilisation en termes de présence dans certaines activités. On vous a vu la dernière fois dans une activité avec l'association AIDS. Vous étiez là souvent et aujourd'hui vous êtes ici. Comment vous faites pour avoir cette énergie? Comment on fait pour toujours être résilient face à toutes ces avalanches parfois de problèmes que vous incombez dans votre dos, hein, c'est-à-dire à gérer tous les problèmes de la région de Prescott-Russell et aussi de Clarence Rockland? Ça se fait honnêtement avec une équipe exceptionnelle. Alors, c'est vraiment pas moi qui il n'y a aucun maire vraiment qui fait tout seul. Ça se fait avec une équipe, soit à l'Hôtel de Ville, à Clarence Rockland ou aux Comtés-Unis de Prescott-Russell. Mais je pense que c'est nécessaire aussi d'identifier que les nouveaux arrivants dans notre région jouent un rôle très important. Ils sauvent, premièrement, je crois honnêtement qu'ils sauvent la francophonie, parce que la francophonie était diminuée. Je veux dire, moi, quand j'ai déménagé à Clarence Rockland, c'était 75% francophone. On est rendu à 51% francophone. Ça ne veut pas dire que la francophonie vraiment descend, c'est que les anglophones rentrent plus vite que les francophones. Mais l'énergie que j'ai, honnêtement, ça vient parce que c'est mon travail. Et je le savais quand j'ai pris le poste que mon travail, c'était je dirais pas interjeter dans certaines discussions, mais être présent dans la communauté. Et c'est ça que j'aime faire. En tout cas, merci. Vous allez passer à ce grand sommet d'innovation communautaire. Vous allez parler. Je pense que vous allez certainement dire les choses. Quand vous voyez ça, juste c'est la dernière question, dans votre tête, dans votre état d'esprit, quel est le mot qu'il faut dire pour encourager et que ces personnes-là continuent avec cette même synergie? Ah, t'aurais dû me donner cette question-là bien avant. un mot, persévérance. De continuer à vraiment travailler et d'être engagé dans notre communauté, ça l'aide beaucoup. D'accord.
Ben merci, on va vous laisser puisqu'il y a Monsieur Marc Lecomte qui va bientôt commencer la suite des événements. Et merci en tout cas à vous d'être venus et puis on vous dit encore plein de bonnes choses, plein de force et moi j'avais beaucoup de questions sur plusieurs thématiques mais pour aujourd'hui on va laisser ça comme ça. Merci beaucoup. Excellent, merci. Merci. Voilà, c'était notre maire de Clarence-Rockland, Monsieur Mario Zantelli. Merci d'être là et on va passer tout de suite à l'événement. Voilà. In this order that we made County's expressed by Russell, I do have the privilege of watching our communities evolve. They grow and they welcome new families every year, but I also have the responsibility of ensuring that this growth is planned thoughtfully and responsibly. Every decision we make at the municipal table, whether it be at the city of Clarence Rockland or at the United Counties Express of Russell, whether it's improving new residential neighborhoods or investing in infrastructure, or simply updating or planning their policies, ultimately requires us to answer one fundamental question. What kind of a community are we building for the next generation? Depuis plusieurs années, nous parlons de la crise de logement, nous analysons les statistiques, nous annonçons des investissements et nous élaborons de nouvelles politiques. Pourtant, malgré tous ces efforts, la réalité demeure préoccupante. Les listes d'attente pour un logement abordable s'élongent, surpassent les 15% des familles dans les contiguës de Prescott-Ross seulement. Et bien sûr, 10% de la population d'Avancouver utilise l'appartement pour ce que vous avez indiqué. Les familles peinent à accéder à la propriété. Les aînés ne peuvent pas toujours un logement adapté pour leur permettre de demeurer dans notre communauté. Et les travailleurs doivent souvent parcourir de longues distances parce qu'ils ne peuvent plus se permettre d'habiter près de leur lieu de travail. Pour de nombreux nouveaux arrivants, la plus grande obstacle n'est même pas de trouver un endroit, mais vraiment de trouver un endroit où vivre. Canada has made the choice to welcome more newcomers, and I firmly believe it is the right choice. Our economy depends. Our healthcare system depends on it. Businesses, industries, farms, and local enterprises all rely on this new workforce to continue growing and prospering.
La francophone en dépend aussi. The people who choose Canada arrive with valuable skills, experience, dreams, and a genuine desire to contribute to our society. They want to work, raise their children, and become active members of their new community. But for the moment, let's think about what that journey really looks like. Whether someone is arriving in Canada for the first time, a young family trying to establish themselves, or a senior looking to downsize, or a worker relocating for a new opportunity, they all share the same hope: to find a safe, affordable place to call home. Yet far too many people, that hope is met with uncertainty. They spend months searching for housing, devoting their ever-growing share of their income to rent, and postpone important life decisions simply because stable housing remains out of reach. For some, the financial strain becomes so overwhelming that they are forced to rely on food banks and other community supports, not because they lack ambition or a strong work ethic, but simply because the cost of housing leaves them with impossible choices. No one should have to choose between paying rent and putting food on their table. And so housing is more than just shelter, it is the foundation of home, dignity, opportunity, and belonging. This is the reality of many people, and it's unsustainable. C'est pourquoi que je crois que le logement n'est plus uniquement un enjeu social, il est devenu un enjeu communautaire, un enjeu économique et de développement de main-d'œuvre, et plus largement un enjeu de développement de collectivités. Si nous voulons que les nouveaux habitants choisissent non seulement le Canada, mais aussi des communautés comme Clarence Brown, nous devons offrir bien plus qu'un emploi. Nous devons offrir la possibilité de bâtir une vie, et cela passe toujours par un logement. But I also believe that we need to change the way we think about the problem, because for too long, we've been asking ourselves how to build more housing. But in my view, the real question is, how do we build better communities? Because if we continue to build the same way we did 50 years ago, we will never meet the needs for the next 50 years. Our population is aging, our cities are growing, construction costs continue to rise, and land is becoming increasingly scarce. Environmental expectations are evolving, yet despite all of these changes, we too often continue to rely on construction methods, the same materials, the same models of development. C'est ici que l'innovation doit prendre toute sa place. Lorsqu'on regarde ce qui se fait ailleurs dans le monde, plusieurs pays ont déjà démontré qu'il est possible de construire plus rapidement, de moindre coût et de façon plus durable. La Suède, en passant, construit près de 84% de ses maisons unifamiliales à l'aide de techniques préfabriquées ou modulaires. Au Canada, cette proportion demeure autour de 5%. Pourtant, la Suède connaît un climat nordique comparable au Canada et respecte les normes de qualité parmi les plus élevées au monde. Les maisons modulaires qui sont construites sont performantes, économes aux énergies et produisent beaucoup moins de déchets et peuvent être livrées en une fraction du temps nécessaire à construire une maison interne. So as I look around, I don't see people working in different organizations or different levels of the government. I see partners building the new generation of Canadian communities. The challenges before us are too great for one municipality and any government or any other organization to solve alone, which is probably why it's a difficult time to do it now. Mais ensemble, en misant sur l'innovation, en partageant nos idées, en investissant dans les méthodes de construction moderne et en le courage de défendre, de repenser la façon dont nous faisons, nous concevons nos communautés, nous avons une occasion extraordinaire de transformer cette année. So, in closing, we can create neighborhoods that are greener, more energy efficient, and more inclusive. We can build homes faster without compromising their quality. We have, I believe, a few tiny homes for companies, tiny living, that are trying to help exactly this problem. On est en train aussi d'aider à new builds avec une grosse compagnie, probablement dans une compagnie industrielle en Russie,
qui vont s'établir pour bâtir des maisons. Moi, non pas, mais moi, c'est dans la partie. Alors, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent, malheureusement, c'est l'argent qui prend du gouvernement fédéral et provincial. Ça peut coûter peut-être à l'entour de 500 millions quand il y a une grosse manufacture de banque. Par contre, c'est nécessaire dans notre pays. So, in closing, as I was saying, ensure that seniors can still have their dignity by building these kind of more affordable homes. That young families can still afford, and that newcomers to Canada don't simply find a place to live, they find a place to belong. I truly believe that in the years from now, we won't be remembered by the number of housing units that we built, we'll be remembered by the communities created, the lives and changed in the future that we have the courage to imagine together. Merci, thank you so much for having me today, and let's continue to work. Merci beaucoup, M. le Maire, M. le Président. So, Warren, thank you for being here with us today and supporting this very noble cause. I come from this moment where the song comes to mind. And it usually goes something like this. Now's the time to say goodbye to. Mais non, je vais aller dessus. J'ai quelqu'un qui chante encore avec moi, qui a une chanson qui est beaucoup plus agréable que lui. Est-ce que c'est possible d'inviter Daphné à se joindre à moi? Vous avez fait une efforts. Merci beaucoup, Daphné. Encore une fois, bonsoir tout le monde. Comme dimanche, c'est le revoir. On va mettre le groupe pour chanter une dernière fois. L'hymne national du Canada, s'il vous plaît. Madame Daphné, messieurs, alors, on a la question. J'ai la chair de poule. Wow. Nous arrivons maintenant à ce point où est-ce que je fais un petit recap, on dirait, everyone recap exactly what happened today to all the different panels. Donc, ensemble, si on regarde sur France ce matin, Jennifer, Vicky et Pat, qui veulent nous laisser, nous a laissé quelques mots. Est-ce qu'il y a des mots qui vous ont montré la tête, des mots qu'on se souvient? Je peux vous aider. Le principe qu'on voulait voir ce matin, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer? Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller plus loin? Est-ce qu'il faut innover?
Nous, on voit qu'ils sont sortis. That's it. That's what mentioned. We need to work together. All of government and community. We need to work as a team. In the past, a lot of times, we felt that we were working in silence, and that was starting to change. But we need to keep that longer term sight. Faut pas oublier le but, et ça n'arrive pas aujourd'hui. Pour regarder un peu plus loin. C'est comme on mentionnait, c'est le feu sur le rôle, c'est le plan de 10 ans pour les comtés. Non seulement c'est le que les comtés sont inclus, sont vraiment, ils veulent que les choses avancent, aillent de l'avant, mais donc pas juste parler, mais embaucher quelqu'un pour faire un travail. Donc, thank you, Jennifer, for being with us right now. And thank you for participating this morning's panel. Vicky, ce que je me souviens, un des groupes de sortie, c'était la créativité. Il faut être créatif. Il faut sortir de notre boule. We have to get out of our molds. We can do things the same way for so long. We're trying to bring things forward. But we need to reinvent ourselves. We know what we know. We don't know what we don't know. So let's not forget. Il faut oublier des choses qu'on connaît, des choses qu'on ne connaît pas, et des choses dans la vie qui vont sortir. C'est qu'on ne les connaît pas, on les connaît pas. Donc, il faut être ouvert à ce qu'il faut créer. Dans les années 1700, 1800, il y a un homme qui est arrivé voir, je pense que c'était le roi, je ne sais pas exactement, et qui est en passant. Et le roi, qu'est-ce qu'il a fait? On va le prendre pour lui. Si j'avais dit 40 ans passé, qu'un jour, on va le petit roi, et moi, je me dis, où est-ce qu'on va prendre le temps d'eau? Et on va voir de l'eau bouillante. C'est cette innovation qu'avait les gens, par chance, ça se fait pas. Il faut avoir un couleur d'esprit et essayer une nouvelle chose et créative. Donc, quand tu touches cette banane, lorsqu'on a rencontré Daniel, on a rencontré, qu'est-ce que avec quoi je passe? Pascal, exactement. Parfait. Donc, est-ce que des mots qui je sais que tu avais au bien, c'est pas facile, mais est-ce que des mots qui ressortent pour vous de cette deuxième parallèle? Travailler sur nous avant de travailler sur cash. Oh, travaillons sur nous-mêmes avant de penser au talent. Et voilà, c'est ça que on faut bien ça que je dis là, les jeunes beaucoup. Tout à fait. Donc, vous travaillez sur vous-même avant de commencer à regarder les talents qui viennent avec. Parce que lorsqu'on investit en nous-mêmes, on va plus vite, on va plus loin. Et le troisième panel, c'était lundi, où est-ce qu'on avait encore une fois la taxe, et on avait un taxe, 20. Est-ce que quelqu'un se souvient, c'est un petit peu plus bref, est-ce que quelqu'un se souvient quel mot qui a été dit? Le sujet, si on veut, c'est la visibilité des différents projets, la visibilité des différents projets dans la région. Ils ont parlé aussi de ce qu'ils font pour nous. Mais au-delà de ça, ce qui est sorti pour moi dans cette séance-là, c'est que le projet est uni en soi-même, où est-ce qu'on a un aspect commercial, soit la garderie au bas, qui va avec le restant. Et ce que ça donne, c'est indirectement, cette section-là de l'émission, maintenant, il y a une petite partie que les gens vont pouvoir avoir, les gens de la communauté dans la région vont pouvoir avoir accès à une garderie. Donc, l'aspect commercial est intéressant. Sans parler possiblement que des fois, on a aussi parlé de variété au niveau des grandeurs de logement. Donc, on a 5 appartements, on a des petits appartements, des plus gros.
où est-ce que parfois les groupes peuvent les éléments sont petits. Parce que si on est moyen, c'est un loyer à 2800 $, parfois, ce que ça veut dire, c'est peut-être ça va leur coûter 2900, ça veut dire, et ça va donner de l'argent aux petits appartements. Donc, ça, c'est la différenciation. Smart way of saying it. Ultimately, we're saying that the smaller properties within a bigger building will indirectly support, or the larger properties will directly support the smaller. Does that make sense? Okay. Any closing comments from anybody's point? Anybody like to ask anything? Des questions? J'aimerais, à ce moment, éviter notre cher président, directeur général, et fondatrice de HLS, ainsi que le président, M. Emmanuel. On me dit, on va mettre qui a les enfants, il me restait deux, il me restait deux. Il me restait deux, oh, je dis ça, quelle belle couleur. Il me restait deux, j'ai aussi un bien. Oui, c'est ça. C'est bon. Il y a 3 minutes qui sont proches de l'autre partie de l'autre transfert. Les personnes d'alliance vont être appelées pour la Est-ce qu'on demande à un des enfants de venir prendre le sang? Allez, j'ai besoin d'un petit. Oui, c'est le plus directeur de cette. Je suis délégué dans la voie. Donc, cher Romain. Numéro 018. 018. Tayamet à Namel. Si bien numéro 018, parce que ça pourrait bien, voilà. Si, partie, donc, ça prend un étiquette. Et voilà. Oh, c'est le numéro 012. C'est le numéro 012. Ah, vous êtes 0. Une seconde, parce que la douce, alors, chers amis, est-ce que 018, elle était en encore. Ce que mon ministre veut. Merci beaucoup. Merci. C'était le numéro 012. Ah, elle joue à l'extérieur. Ah, mais tu as eu l'homme pour ça? Hein? Oui. Ok. Ah, vous êtes tout bien?
Et le dernier billet, ben là, je vais prendre quelqu'un de. Hein? Non, je ne vais pas prendre. C'est bien. Je vais prendre le souvenir. Et le dernier gagnant, c'est le ticket numéro 026. 026. 26 une fois. 26 deux fois. 26 trois fois. Apparemment, 26 est parti. Ben, on prend un autre. Par Paul, je me souviens. Non, je peux pas. Ok, d'accord. Vous le savez-vous? Zéro 41. 04 Alexandre. Bonne nouvelle, j'ai gagné le 95. Bienvenue, il a tiré. Ah, je pense que c'est pas possible. Oui, je peux remercier. 0. C'est un complot. Alors, cette partie du show a été sponsorisée par le groupe que nous avons vu en arrière. Vous demandez la merci beaucoup, c'est toujours un plaisir de gagner. On est tous gagnants, c'est sûr. Avec présence, d'avoir le plaisir d'avoir parlé de ces gens that's what makes the big difference. That's why we're all winners of these victories. Second point. Now, I'd like to welcome back our president, our chief executive officer, and notre PDG, monsieur beaucoup assiste. Ça peut être, je vous salue. Merci, Marc. Un peu plus relax, c'est pour une première. Et je vous applaudis. C'est réussi. Merci d'avoir essayé toute la journée. Merci à l'équipe des intervenants, des panélistes. Merci à mon équipe, encore. C'est une équipe à travailler fort pour réussir le sommet. Un grand merci à ma sœur dans ton cas de Tayamek. Tayamek, il y a une histoire. C'est Taïna, Yannick, Merlita, Kimberly. C'était impliqué dans Haïti, malheureusement, on continue au Canada. Donc, ma sœur, c'est à cause d'elle qu'on a eu tout ce beau décor. Elle commence une entreprise de décoration. Elle fait ça super bien. Je ne sais pas comment elle fait ça. Je l'ai vu pas, je fais déjà super. Je remercie aussi le président. On a travaillé tellement fort pour réussir ça. Vous ne pouvez même pas imaginer. C'est comme ça. On avance encore. Merci de temps parce que je pense à part donc, ce soir, s'il y a quelque chose qui existe encore, si je continue encore avec le projet, c'est grâce à une garçon. Garçon formidable. C'est joint à moi. Il m'a écrit personnellement. Je m'ai dit qu'on va continuer. Je suis là pour nous, je suis là aussi. C'est un jeune, il est très jeune, très talentueux.
Je le considère comme un enfant, un frère. Je sais plus quoi dire. Genre, j'essaie. Un peu là, je don't be straight, don't straight through. We're gonna hold hands. If previously speakers of him, very talented man, helping with everything. He created his own company, Berlin's, working, and I know in a year he's gonna become a big man. I know you don't have more words to say, but I definitely want to say thank you to Mark. Mark Beckham. Il est venu, il est arrivé, il a travaillé, il a ouvert les choses. Il est vraiment in pour la communauté, il veut voir la communauté avancer mieux. Il est prêt à travailler avec nous, il est prêt à avancer avec les projets. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici qui sont prêtes aussi à nous aider, à avancer avec nous. On a Christophe Rossel, on a Jennifer qui est toujours là pour répondre à des messages. J'ai aussi l'appui de Daniel Sprint qui a beaucoup aidé mon groupe. Lui, là, t'envoie un message, là, c'est dans quelques secondes qu'il répond. Je me sens choyée dans la communauté. Merci. Sans oublier Monsieur le maire. Lui, là, c'est fort. Bon, lui, on peut prendre la seconde, mais lui, c'est une vitesse vertigineuse, ça va. Il va même répondre à 10 heures du soir, c'est sûr. Hein, on s'est répondu des messages très tard le soir. J'ai dit, j'en ai un maintenant. Oui, monsieur le maire. Merci beaucoup. C'est fait qu'il nous aide aussi à avancer. Quand nos supporters à dispo, apprécient sont faits, les congrès sont faits, puis veulent nous aider à avancer, ça nous donne encore plus d'énergie à continuer avec ce qu'on fait, à avancer nos projets. Moi, comme je suis toujours dans mon équipe, les idées, ça prend beaucoup dans ma tête. Il y a tellement de choses qui avancent comme je ne peux pas me comparer à j'ai des belles questions, mais je me sens comme une petite métier qu'on envoie dans le secondaire. Ça porte tellement là, quand je parlais sans toi, je suis plus contente, je vais essayer de ressortir. Et sinon, on va être sommet. Donc, merci. Et je remercie aussi les exposants qui sont venus, qui ont aidé à la réalisation de ce projet. On a innovation, on a appris tellement de choses, tellement de choses avec qui on peut s'en servir pour avancer avec nos projets, avancer avec HS pour les subventions qu'on a tellement besoin. On remercie Patrick avec Online. Empire, Diamond, tout le monde, je ne veux pas oublier, je dis tout le monde, si j'oublie quelqu'un, fâchez-vous pas. J'ai peut-être passé au monsieur le président qui travaille avec moi depuis longtemps. Et je vais vous dire, mon équipe travaille bénévolement. C'est apprécié. J'aimerais les applaudir. Merci, Madame la Directrice Générale. Donc, je voudrais juste tout simplement insister beaucoup plus haut que Madame la Directrice Générale parce qu'elle a demandé l'effort, mais elle veut tout. Se souviens de tous les partenaires qui sont ici, de tous les bénévoles, les gens qui nous aident vraiment à réaliser cet événement aujourd'hui. Mais simplement, je voudrais être très précis dans mes mots de remerciement qui vont à l'endroit de tous ceux et de toutes celles qui nous ont aidé vraiment à réaliser cet événement aujourd'hui. Donc, je crois que sans vous, cet événement n'aurait pas eu lieu. Et grâce à vous, donc, on a connu vraiment, et je ne dirais pas déjà un grand succès, mais c'est déjà un succès pour nous-mêmes de réunir tous ces gens-là ici avec nous aujourd'hui. C'est beaucoup. Donc, beaucoup de gens sont impliqués au début de ce projet.
et jusqu'à aujourd'hui qu'ils sont avec nous. Alors, c'est bien le moment donc, de faire un grand remerciement à nos bénévoles, nos membres de l'organisation, donc de différents départements, quand nous avons des gens qui travaillent même donc, à l'extérieur du Canada, font partie de cette organisation, qui travaille très fort. Donc, pour que c'est l'événement du soir, le jour, donc, c'est bien le moment de les remercier aussi. Nos partenaires, donc, sont extrêmement importants pour nous, parce qu'eux, donc, nous ne pouvons pas vraiment aller de l'avant avec nos projets. Donc, les syndicats sont ici aussi. Donc, sans eux, je dirais que nous n'avons pas vraiment à faire ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Donc, juste pour vous dire que votre confiance, votre engagement sont nécessaires pour nous pour la réalisation de nos projets. Donc, on compte sur vous. Donc, aujourd'hui, nous sommes au deuxième jour donc, de notre sommet. Donc, il y a demain aussi, donc, on compte sur vous de vous revoir demain pour qu'on puisse continuer avec sur ce même élan qu'on a commencé hier. Donc, aujourd'hui encore, vous êtes tous beaux, belles. Donc, j'étais vraiment ému ce matin d'arriver ici, donc de voir les gens qui sont déjà à la table, donc en train de nous attendre ce que nous avons à dire. Donc, ils ont impliqué, donc beaucoup de questions nous sont posées là, mais moi je ne vais pas faire de jaloux, je ne vais pas faire de la personnalité pour ne pas faire de jaloux, mais je voudrais dire au cœur, donc c'est que la HRSO, donc compte sur vous, la réussite de tous nos projets. Donc, une fois de plus, un grand merci. Donc, déjà, une bonne fête d'après-midi. Donc, à demain ici. Dieu blanc. Merci. Pour demain, c'est bon. On doit être sûr. C'est sûr qu'on est meilleur pour le demain. C'est ce que je dois dire. C'est formidable. Donc, on va parler tantôt pour demain. Mais avant que nous s'asseoir, on va arriver ici avec vous. Mais j'aimerais dire merci à quelques personnes. J'aimerais pas oublier Ronald, qui a travaillé sur le projet de directeur d'événements en communication. Il a travaillé sur le branding, il a travaillé sur le site Internet. C'est que les stars déjà, les génies. C'est pour ça que j'ai créé Génie aussi, hein. On en parlera la prochaine. Aussi, on a une directrice d'événements dans le logistique, Annie Carole. Annie a travaillé avec moi. C'est une femme forte, une femme très musculeuse, une femme pour faire attention avec toi. Ça doit être là, on ne place pas, ça réussit. On va aller très professionnelle. Si on a besoin d'elle, je pense qu'elle va aller s'accompagner divin. Elle vient ici, elle dit non, je passe avant pour Monsieur le maire. C'est comme ça ici, d'habitude. Donc, avec Annie, elle peut tout transformer. Annie! On a besoin de toi, Annie. On parlait de quoi? On parlait de ce qu'on fait, comment se arranger dans la salle, à coordonner le logistique et tout. Donc, c'est ça la façon. Super. Bravo. Merci encore. On remercie aussi nos artistes qui ont chanté. On a aussi une artiste qui nous a appelé ici. On a envoyé une lettre. Elle a eu bizarre, elle est venue chanter pour nous. Là, c'est pas une bonne.
Donc, on la remercie aussi qui a pu venir nous voir et dans le numéro. Est-ce qu'il y a parmi vous qui avait quelque chose? OK. Donc, on va appeler. Oui. Oh. Si on peut remercier l'équipe, on est beaucoup dans l'équipe. On va les appeler. On remercie Michel, mon ami d'enfance, qui est toujours là avec moi. Daphné, mon artiste, celle qui nous garde sur les réseaux sociaux. Alexandra, mon amie Paul. Ça, c'est ma psychiatre, mon psychologue. J'ai appelé ma soeur, mère Lydia, Dassa. La terre-mère, elle ne peut pas laisser terminer, Montréal. On va appeler tout le monde, bénévole. Où Emmanuel Pédicé? Manon. Et Halsey, venez, vous allez faire un effort. On peut voir qu'il y a derrière la fois. Approchez. Non. D'ailleurs, ça travaille dans le public. Viens avec nous aussi. Merci. Patrick. Et non seulement il est commenté, mais toujours là, je peux le dire, lui, là, c'est mon sauveur personnel. OK, c'est quelqu'un qui va aider à prendre une photo. On va prendre une photo avec l'équipe et on va appeler les autres après. On a oublié José qui est ici. Je mérite une tasse. On va remercier avec un d'abord. OK. On appelle monsieur le maire. C'est bien, il est resté assis, un peu fatigué. Ouais. Est-ce qu'on est tout le monde? Les bénévoles, s'il vous plaît, rejoignez-nous, bénévoles.
Merci. Je peux passer à 10 Bon, on a commencé. J'ai ici avec vous. Merci, c'est très gentil. Jacques, ça va? Dans le moment, je vais faire dans les conséquences un petit peu. Je prends la parole et moi, dans la minute, et ensuite, on va à la taille. Donc, mesdames et messieurs, les prochaines vont avoir seul. Elles seront les armes comme celle-ci entre les personnes comme nous. Aujourd'hui, c'est la fin de la prochaine, et c'est surtout le début de notre temps. Donc, sans regarder, j'aimerais vous remercier d'avoir été ici, d'avoir fait partie de ce projet, et surtout, supporter ce mouvement que nous avons tous construit. Je vous invite tous, on va avoir quelques petits cocktails à la production, ceux qui veulent les hôtels, j'en ai un petit peu, le vent va ouvrir dans quelques minutes. Donc, vous êtes bienvenus à rester dans les échanges avec des personnes. Moi, je vais justement encore la chance de demander, justement, les cinq qui sont venus à la table. Maintenant, vous avez la chance de réseauter le plus de visiteurs de l'eau et surtout comment vous voulez. Donc, je vous invite à prendre un moment avec, réfléchir, et je vous souhaite un bon retour. C'est vrai, thank you all for being here.
Là, c'est concours, mais ça, ça va dire. Ça va dire que mais eu poder ele quer se comunicar com o direito, ele está vai da competência, Radio Mausa FM. Abonnez-vous maintenant. Radio Mausa FM. Pour rien manquer, abonnez-vous maintenant.